Ok, donc là, on va commencer la feuille de TD5 sur la programmation dynamique. Je sais qu'on n'avait pas fini le TD4, mais il restait plus que... Bon, c'était un exo un peu plus compliqué. Vous pouvez le faire chez vous. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les poser, mais je pense que c'est mieux si on commence la feuille de TD suivante. Donc la programmation dynamique, vous avez déjà fait le cours, donc vous vous rappelez que le principe, c'est qu'on veut... Ça ressemble un petit peu à diviser pour régner, mais c'est pas vraiment tout à fait la même chose. C'est plutôt, on a un problème pour lequel il faut résoudre des sous-problèmes. Et si on fait ça de manière pas très intelligente, on va faire les sous-problèmes, on va les résoudre plusieurs fois. Donc là, le principe, c'est qu'on va se rappeler des réponses aux sous-problèmes et on va mettre ça dans un tableau ou dans autre chose pour ne pas devoir refaire le travail plusieurs fois, quoi. Donc là, dans cet exo, ce qu'on veut faire, c'est on nous donne une pyramide de nombres, là, comme vous voyez. On veut chercher, enfin, on regarde tous les chemins possibles qui partent du sommet, donc des chemins comme ça, hein, vous voyez? Des trucs comme ça, où à chaque fois on peut aller soit à gauche, soit à droite, d'accord? Donc des chemins possibles, il y en a plein, hein. À chaque étage, on a 2 possibilités, donc ça fait du 2 puissance n. Donc si on voulait tester tous les chemins, ce serait un algorithme de complexité exponentielle. Donc c'est bien sûr pas ce qu'on veut. Donc le but là, ça va être de trouver un algorithme de programmation dynamique qui va nous trouver le chemin tel que quand on le parcourt et qu'on additionne les nombres qui apparaissent, on trouve l'entier maximal. Donc là, bon, il n'y a pas tellement de chemins que ça, il n'y en a que 16, donc on peut tous les regarder. Donc vous voyez, les chemins, on a le premier chemin qui va faire 3 plus 7 plus 2, donc ça fait plus 9, ça fait 21. Ensuite, ce chemin-là, on a 3 et 7, 10 et 2, 12 et 7, 17 et 5, 15, pardon. Bon, ça, voilà, vous avez compris. On a le chemin comme ça, on a le chemin comme ça. Et si on les regarde tous, on se rend compte que le chemin qui nous donne le truc maximal, c'est celui-là, 3 plus 7 plus 4 plus 9, qui fait 23. Ok. Donc, est-ce que ça va, ça c'est clair, l'objectif? C'est de trouver, pas forcément le chemin, mais en tout cas, la valeur d'un chemin qui a une valeur maximale. Hein, il est possible qu'il y ait plusieurs chemins qui donnent la valeur maximale. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est la valeur. Ça va pour tout le monde, ça? Pas de questions? Bon, donc pour encoder ça dans notre programme, on met ça dans un tableau. Alors ce tableau, c'est pas une matrice, hein, il n'est pas carré, vous voyez, sur la première ligne. Donc les lignes, on va les numéroter comme ça. Enfin, les lignes. Donc ça va être I, et ça va être J. D'accord? Donc la première ligne, bah, ça dépend de la longueur, la hauteur de la pyramide, hein, mais la première ligne, vous voyez, elle a 4 éléments, la deuxième ligne a 3 éléments, ensuite 2 éléments, ensuite un seul élément. Et donc vous pouvez imaginer que dans le tableau, tout va être organisé comme ça. Ici on a I, ici on a J, I égale 1, 2, 3 et 4. Je vais écrire comme ça. Et pour J, on a 1, 2, 3 et 4. Et donc les valeurs, ça fait 9, 5, 9, 3, 2, 4, 6, 7, 4 et 3. Okay, donc à chaque fois, on a un élément de moins dans la ligne. Ok, pour tout le monde, ça? Est-ce que jusque-là, il y a des questions ou pas? C'est juste la manière dont on représente le tableau, hein, dans la mémoire.
Donc, comme j'ai dit, l'algorithme naïf, ce serait de regarder tous les chemins possibles qui partent du sommet et de regarder leur valeur, la somme des étiquettes à chaque fois. Mais le problème, c'est que si on compte les chemins, il y en a 2 puissance n, donc c'est trop. Donc là, on va essayer de trouver un algorithme plus efficace. Donc le but, ça va être, à partir du tableau T, construire un tableau L, donc un tableau de tableaux, hein, tel que L de IJ, c'est notre tableau L, L de IJ, donc par exemple ici, ça va être la valeur de la sous-pyramide qui part de cet élément-là. Donc l'élément qui est ici, c'est le 4, et donc on va regarder la sous-pyramide dont le sommet est 4. Et L de IJ va contenir la valeur de cette sous-pyramide. Donc par exemple, cette sous-pyramide pour le 4, on peut regarder tous les chemins qui partent du 4. Donc on a un premier chemin 4 plus 4 plus 5 qui fait 13. Ensuite 4 plus 4 plus 9, ça fait 17. 4 et 6 et 9, 19. 4 et 6 et 3, ça fait 13. Donc le plus grand élément, c'était 4 et 4 et 9 qui fait 17, il me semble. Donc dans L de IJ, on mettrait un 17 là. OK? Est-ce que c'est OK pour tout le monde le principe? Alors, répondez au sondage pour moi. Ah, alors, qui c'est qui a répondu non? Qu'est-ce qui est pas clair? Ouais. Moi, vous pouvez expliquer juste comment on remplit? Ah, alors on n'en est pas encore au stade où on est en train de remplir. Ok. Voilà, là, pour le moment, là, je vous décris juste l'objectif de ce qu'on va faire. D'accord, ok. Voilà. Et justement, le but, là, ça va être de comprendre comment on fait pour remplir le truc. Ok. Hein, donc, et vous voyez que l'objectif à la fin, c'est d'avoir la valeur qui est là. Parce que la valeur qui est là, c'est la valeur de la sous-pyramide dont le sommet, c'est le sommet de la grosse pyramide, donc c'est ce qu'on cherche. OK? Mais pour le moment, je n'ai pas expliqué comment on remplit L. J'ai juste dit ce qu'il y aura à la fin dans L. Bon. Et en fait, le principe, justement, c'est qu'on va remplir ce tableau en partant du bas. Hein, on va commencer par remplir pour la sous-pyramide qui est là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Ensuite, on va s'occuper de celle-là, de celle-là et de celle-là. Après, on va s'occuper de celle-là et de celle-là. Et à la fin, on va s'occuper de la grosse pyramide. OK? C'est clair pour tout le monde? Bon. Alors, la première question, c'est que vaut L de 1J? Donc, c'est-à-dire sur la première ligne, que valent ces quatre éléments ici? Comment on fait pour les calculer? Réfléchissez un tout petit peu. Voilà, donc il y a quelqu'un qui a répondu dans le chat, effectivement. L de 1J, c'est tout simplement T de 1J. Pourquoi c'est vrai ça? Si on revient à la définition du truc, L de 1J, ça veut dire qu'on est en train de regarder, par exemple, si J égale 3, par exemple. Ça veut dire qu'on regarde la sous-pyramide dont le sommet, c'est le 9 qui est là, et cette pyramide, elle est toute petite, elle n'a qu'un seul étage. Donc pour calculer la valeur du plus long chemin qui part du sommet, il n'y a qu'un seul chemin qui part du sommet, il est de longueur 1. Et la valeur de ce chemin, c'est tout simplement la valeur de l'élément qui est là. OK? Donc L de 1J, ça c'est la longueur, enfin c'est la valeur de la sous-pyramide de sommet 1J. Bon, c'est tout simplement la valeur de l'élément en position 1J. Donc, on sait remplir la première ligne de L. Et le but, c'est comme toujours en programmation dynamique,
on va partir du bas et puis on va remplir en remontant à chaque fois. Donc ensuite, avec ce qu'on va voir tout de suite après, on commence par remplir ce qui est en bas, ensuite on remplit le deuxième étage, puis on remplit le troisième étage et on finit par le dernier étage. Et le dernier étage, c'est celui-là qui contient ce qu'on veut. OK? Bon. Donc on passe à la suite. Donc ce qu'on a dit, c'est que L1J autant simplement T de 1J. Et la deuxième question, c'est montrer que pour I strictement plus grand que 1, L de IJ, c'est T de IJ plus max de ce qui est écrit là. Alors réfléchissez tous un petit peu, attendez un petit peu avant de répondre hein, dans le chat, que tout le monde ait le temps de réfléchir. Réfléchissez à ce que ça veut dire cette équation. Alors, est-ce que quelqu'un saurait expliquer un peu à l'oral, enfin à l'écrit dans le chat si vous voulez Moi, je pense avoir compris. Oui, alors Alors, en fait, quand on rajoute comme on commence bien du bas, oui, on commence du bas. Hein. du coup, comme on rajoute une valeur, quand on va regarder, par exemple, là, les 3 cases du haut, on peut prendre l'un des 2 chiffres qui se situe en bas, à la position IJ. C'est-à-dire, pour le 2, on peut prendre soit le 9 et soit le 5. Donc, c'est pour ça qu'il faut rajouter le max des 2 valeurs qu'on va prendre la plus grande. Ok. Donc, alors, j'écris un petit peu ce que vous venez de dire. Donc, si on part du 2, effectivement, soit on va partir vers le 9, soit on va partir vers le 5. Et donc, pour le deuxième étage, le plus long chemin, enfin, pas le plus long chemin, mais le chemin de plus grand, soit il part vers le 9, soit il part vers le 5. Donc, ça va bien faire 2 plus le max entre 9 et 5, qui est 11. Mais ensuite, si on est par exemple ici, ça veut dire quoi qu'on prend le max entre L de I-1J et L de I-1J plus 1? Là, ce n'est pas directement la valeur 2 ou 4. C'est quoi? C'est quoi qu'on regarde ici, L de I-1 et ça? Ils correspondent à quoi ces deux nombres? Ces deux nombres, vous voyez, on n'a pas mis T de I-1J et I-1J plus 1. On a mis L de I-1J plus 1 et I-1J. Donc ces deux nombres, ils valent quoi par définition? C'est pas par rapport au tableau qu'on a construit juste avant. Voilà, c'est le tableau qu'on a construit à l'étape d'avant. Et ce tableau, il contient la valeur de cette pyramide et la valeur de cette pyramide. Donc en fait, dit autrement, cette équation, elle nous dit quoi? Elle nous dit que la valeur de cette grosse pyramide-là qui est en vert, c'est 7 plus le max entre la valeur de cette pyramide et la valeur de cette pyramide. Ok, là, j'ai juste redit le truc différemment. Et pourquoi c'est vrai? C'est parce que ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait fait dans un DTP. Vous voyez, il y avait une histoire de hauteur d'arbre et tout ça. Là, c'est un peu similaire. L'idée, c'est que le plus long chemin qui part de 7, bah, soit il part à gauche, soit il part à droite. Et donc, si on regarde tous les chemins qui partent de 7, on peut les diviser en deux. Il y a les chemins qui partent à gauche, les chemins qui partent à droite. On regarde la valeur la valeur de tous les chemins qui partent à gauche, la valeur des chemins qui partent à droite. Et à chaque fois, ça fait 7 plus la valeur de cette pyramide et 7 plus la valeur de cette pyramide. Et si on regarde le max de tout ça, c'est le max de ceux qui partent à gauche et le max de ceux qui partent à droite. Alors, essayez de rédiger une petite démonstration
de ça, et puis ensuite, je peux vous montrer une manière de rédiger. Mais essayez de la rédiger un peu au propre, pour voir si vous avez bien compris ce que je viens d'expliquer. Si vous ne savez pas par où commencer, commencez par dire que L de J, c'est le max de la valeur, max comme ça, le max de la valeur du chemin C, où C, c'est un chemin qui part de IJ. Bon. Et du coup, faites comme j'ai dit, dites que les chemins qui partent de IJ, ils sont de deux types. Il y a ceux qui partent à gauche et ceux qui partent à droite. Alors, est-ce que vous y arrivez ou pas à écrire un truc, répondez au sondage pour voir. Ah, vous savez pas. Bon, quasiment tout le monde répond « je sais pas ». Alors, je peux vous montrer un petit peu comment on pourrait rédiger ce truc, si vous ne savez vraiment pas comment on pourrait faire. Donc. Vous voyez qu'on regarde le max des valeurs de C, où C, c'est le chemin qui part de J. Donc, comme j'ai dit, il y a deux types de trucs. Il y a la valeur de C, pour C, un chemin qui part de IJ vers la gauche. Et la valeur de C, pour C, un chemin qui part de IJ vers la droite. Okay, les chemins, ils sont de deux types. Hein.
Si on part du 7, par exemple, soit on va vers la gauche. Attendez, si j'écris blanc sur blanc, ça ne se voit pas. Soit on part vers la gauche, soit on part vers la droite. Et donc, le max sur tous les chemins, c'est le max sur les chemins qui vont vers la gauche et le max sur les chemins qui vont vers la droite. OK? Alors, ensuite, et n'hésitez pas à m'interrompre hein, si jamais il y a des trucs pas clairs. Je vais essayer d'aller lentement, mais si jamais il y a besoin, je peux reprendre. Donc, regardons les deux types de chemins. Ceux qui partent vers la gauche. Un chemin qui part vers la gauche, sa valeur, c'est quoi? C'est toujours, oh, attendez, c'est toujours 7 plus, donc T de IJ, plus la valeur du chemin, en partant du I-1J. Hein, parce que si on réordonne notre tableau comme ça, on a 7 qui est là, et 2 et 4. Donc, celui qui est vers la gauche, c'est celui qui est tout de suite en dessous. Celui qui part vers la droite, c'est en agrandissant J. Donc, la valeur du chemin C qui part vers la gauche, c'est T de IJ plus la valeur de C', où C', c'est un chemin qui part de la position à la ligne en dessous, mais à la même colonne. Et ceux qui partent vers la droite, c'est similaire. Donc, c'est T de I plus la valeur de C secondes, où C secondes, c'est un chemin qui part maintenant de celui de droite. Et la droite, ça veut dire qu'on est passé à la colonne juste après. Donc, qui part de I-1, J plus 1. Bon. Maintenant, on a tout, dans les deux cas, on a T de J plus, donc on peut le factoriser. D'accord? Et ensuite, on reprend la définition. Le max sur les valeurs de C' pour C' qui est un chemin, c'est ce qu'on a appelé L de I-1, J. Et le max sur les valeurs de C secondes pour C secondes, qui est un chemin qui part de I-1, J-1, c'est ce qu'on a appelé I-1, J plus 1. Et donc, on a bien l'équation qu'on voulait. Pour remplir le tableau L à la ligne du dessus, il faut regarder ce qu'il y a à la ligne d'en dessous, faire le max de deux valeurs et rajouter T de IJ. Est-ce que ça va ou pas? Dites-moi, répondez au sondage pour voir. Alors, quelqu'un qui a répondu non. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, on me demande si je peux tout réexpliquer. Alors, je vais reprendre du début. Bon, je vais recommencer tout au début. Donc, on veut regarder, on regarde tous les chemins qui partent du sommet de la pyramide et on veut regarder la valeur maximale. OK? Donc là, la valeur maximale se trouve sur ce chemin. Donc, l'idée qu'on a, c'est l'idée de la programmation dynamique, de dire que pour résoudre le problème total, il faut dire que on résout des sous-problèmes et on combine les valeurs. Et l'idée supplémentaire, c'est qu'en plus, quand on va résoudre les sous-problèmes, on va mettre ça dans un tableau, comme ça on se rappelle de la solution et on n'a pas besoin de la recalculer à chaque fois. Parce que vous voyez, on fait plein de calculs un peu inutiles. Donc la première chose qu'on a fait, c'est de dire que quand on part de la base, là, les chemins ils sont de longueur 1, de longueur 0 même. Donc il n'y a pas besoin de faire un max, il n'y a qu'un seul chemin possible, donc c'est juste L de 1J égale T de 1J. Alors, pour la chose suivante. Maintenant, on part d'une position de la pyramide qui est sur la ligne I. Et il faut imaginer qu'on a déjà rempli L sur le bas de la pyramide. Donc,
Ça marche comme ça. Là, vous avez L. Vous avez I égale 1, I égale 2, c'est déjà rempli. Donc pour I égale 1, on a dit qu'il suffisait de remettre les valeurs là. Hein, les chemins qui partent de 9, il n'y en a qu'un seul. Chemin qui partent de 5, il n'y en a qu'un seul. De 9 aussi et de 3 aussi. Maintenant, pour les chemins qui partent de 2, comment on a fait pour remplir les chemins qui partent de 2? Eh bien, les chemins qui partent de 2, il y en a de deux sortes. Soit on part à gauche, soit on part à droite. Si on part à gauche, on a 2 plus la valeur du chemin qui part de gauche, donc ça fait 9. Si on part à droite, on a 2 plus le chemin qui part de droite, ça fait 5. Qui c'est le plus grand? Bah, c'est le 9. Donc on fait 2 plus 9 qui fait 11. Ensuite, pour le 4, soit on peut partir à gauche, soit on peut partir à droite. Si on part à gauche, on a 9. Si on part à droite, on a 4 et 9, 13. Donc le plus grand des deux, c'est 13. Enfin, pour le 6, soit on part à gauche, soit on part à droite. Donc ça fait 6 plus 9 ou 6 plus 3. C'est qui le plus grand? Bah, c'est 6 plus 9 qui fait 17. Bon. Alors pour la deuxième ligne, on ne voit pas encore très bien, mais à partir de la troisième ligne, pour le 7, comment on fait pour remplir le 7? Bah, soit on part à gauche, soit on part à droite. Bon, alors l'algorithme naïf, il voudrait que bah, on part à gauche, et puis ensuite on refait le calcul pour à gauche, pour à droite, et puis à droite, on refait le calcul pour à gauche et pour à droite. On ne va pas faire ça, nous, on va comme on a déjà rempli le tableau pour la ligne supplémentaire, en partant du 7, on sait que si on part à gauche, le chemin de longueur maximale, il est de longueur 11, enfin de valeur 11, et si on part à droite, le chemin de longueur maximale, il est de valeur 13. Donc celui qui nous intéresse, c'est celui qui est de longueur 13. Donc au lieu de refaire tout le calcul, de dire, bon, bah, il y a ce chemin, ce chemin, ce chemin ou ce chemin, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, bah, le plus long, c'est en partant à droite avec le 13, et donc on rajoute avec le 7. Donc ça fait un 20. Et pour le 4, on fait la même chose. Celui qui est le plus long, c'est celui qui part de la droite, parce qu'on a un 17 par rapport au 13. Donc on met 4 plus 17 qui fait 21, sans refaire tous les calculs. Alors 15, pas 17. C'est possible. 6 et 9, oui, ça fait 15, ça fait pas 17, effectivement. Et enfin, pour terminer, quand on va partir du sommet de la pyramide, soit on part à gauche, soit on part à droite. Et on ne s'amuse pas à refaire tous les calculs. On sait que quand on part du sommet, si on part à gauche, oui, ce qui fait 19 au lieu de 21, vous avez raison. Donc, si on part du sommet de la pyramide, si on part vers la gauche, on trouve un chemin de longueur 20, et si on part vers la droite, on trouve un chemin de longueur 19. Donc, c'est qui le plus grand? C'est le 20, donc le chemin de valeur maximale, c'est en rajoutant le 3 qui nous fait 23. Ok, et donc là, c'est exactement ce qu'on a expliqué, de dire que si on part de IJ, soit on part à gauche, soit on part à droite. Donc on regarde tous les chemins qui partent vers la gauche et tous les chemins qui partent vers la droite. Mais comme on a déjà fait le calcul, on sait que les chemins qui partent vers la gauche, le truc maximal qu'on peut avoir, c'est T de IJ plus la valeur de L de I moins 1J. Et si on part vers la droite, c'est T de IJ plus la valeur de T de L de I moins 1J plus 1. OK? Est-ce que ça va maintenant? Est-ce que c'est un peu plus clair? Ouais? OK, super. Donc maintenant, la question suivante, c'est écrire l'algorithme. Donc ça, je vous laisse essayer de l'écrire. Donc si vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez reprendre votre cours et regarder les exemples d'algorithmes de programmation dynamique que vous avez déjà vus. Et puis ensuite, on va l'écrire, on va corriger. OK? Mais essayez vous-même de le faire.
Si vous arrivez à écrire l'algorithme, ensuite, essayez de calculer sa complexité. Alors, est-ce que tout le monde s'en sort ou est-ce que vous avez des questions avant qu'on corrige? On va corriger d'ici 2-3 minutes. Non, il n'y a pas de questions? Alors, est-ce qu'on corrige ou est-ce que j'attends encore un peu? Dites oui si on corrige et non si vous voulez encore un peu plus de temps. Bon. Bon, il y a à peu près un tiers qui veulent qu'on attende encore un peu, donc on va attendre encore un peu. D'ailleurs, comment ça se fait qu'il y a si peu de monde? Ici, vous êtes 2 fois plus.
D'accord, tout le monde est en train de réviser son contrôle d'algèbre. Bon. Bah, tant pis. Hein. Ils n'ont pas les explications en temps réel. Bon, on va corriger. Bon, là, c'est la première fois qu'on fait un algorithme de programmation dynamique, donc c'est un peu normal si vous avez un peu de mal. Alors, on va écrire notre fonction valeur max de t. Alors, la première chose à faire, bon, déjà, c'est calculer la longueur de t. Donc ça, c'est le nombre de lignes. Bon, et vous voyez que le nombre de lignes, ce n'est pas le nombre de colonnes. Hein. La première ligne, elle a la première ligne a autant à n colonnes, la suivante n-1, n-2, jusqu'à 1. Et ensuite, on va fabriquer notre tableau L. Alors, il y a plusieurs... on fait comme on veut. Moi, disons, imaginons, je fais un tableau vide au début. Et puis, à chaque fois que je crée une nouvelle ligne, je vais rajouter quelque chose dans L. Bon. Et donc, l'idée, comme on a dit, c'est qu'on va partir du tableau, on va partir du bas, donc i égale 1, ensuite i égale 2, i égale 3, i égale 4, etc. Donc, on va faire une boucle pour. Allant de 1 à n. Et on va remplir notre tableau de manière par récurrence, si on veut. Et alors, on va même pas tout à fait faire une boucle qui part de 1, parce que dans notre énoncé, on a le cas 1 et le cas i-1 qui est un peu différent. Vous voyez, c'est un peu comme dans une récurrence, hein, il y a un cas de base, et puis il y a un cas pas de base. Donc plutôt que de faire i allant de 1 à n, on va faire i allant de 2 à n, et on va s'occuper différemment du cas 1. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans L de 1, on va tout simplement mettre t de 1. La première ligne, c'est la même chose que la première ligne de t. OK. N'oubliez pas qu'en Python, hein, si vous faites quelque chose comme ça, il ne faut pas se planter, il faudrait copier les valeurs, parce que sinon, on aurait des tableaux qui ne seraient pas indépendants. Mais là, c'est du pseudocode, je ne m'embête pas. Hein. Ensuite, pour i allant de 2 à n, on va remplir le tableau en partant de la deuxième ligne, puis la troisième ligne, la quatrième ligne, etc., jusqu'à ce qu'on soit arrivé au bout. Donc dans L de i, on va mettre un tableau. Au début, je mets que des zéros de longueur. Alors, c'est quoi la longueur de la ligne? On a dit, c'est n-i, plus 1. Parce que la ligne i égale 1, c'est de longueur n, la ligne i égale 2, c'est de longueur n-1, jusqu'à la ligne i égale n, qui doit être de longueur 1. Donc ça fait bien n-i plus 1. n-i plus 1. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va remplir toutes les valeurs de j possibles. Donc pour j, alors, de 1 à n-i plus 1, dans L de ij, on met tout simplement l'équation qu'on a trouvée, t de ij plus le max entre L de i-1 j et L de i-1 j plus 1. Et une fois que tout ça c'est fait, qu'est-ce qu'on doit renvoyer? On doit renvoyer la valeur de la pyramide, et la valeur de la pyramide, c'est quoi? C'est ce qu'il y a tout en haut. Donc c'est L de n1. OK? Et ça fait un algorithme qui a une bien meilleure complexité qu'un algorithme qui pourrait être par exemple récursif, ou pour calculer t de n1, enfin
la valeur du tableau en partant de n1, on calcule un n-1 et n-2, etc. Mais de manière récursive, là on ferait 2 puissance n appels de notre fonction. Voilà, alors est-ce que c'est OK cet algorithme pour tout le monde ou est-ce qu'il faut que je réexplique des passages? Ah, alors il y a 2 personnes qui ont dit non. Oui, moi j'ai monsieur. juste une question. Ah, Allez, l'un ou l'autre. vas-y. Ok, moi c'est juste pour le LI, c'est 0 fois n-i plus 1, je comprends pas le n-i plus 1. OK. J'ai du mal à voir. Il faut savoir quelle est la longueur de la ligne I. Vous voyez, I égale 1, I égale 2, I égale 3, I égale 4. Et ici, n vaut 4. Bon, donc la ligne I égale 1, elle est de longueur 4. La ligne I égale 2, c'est de longueur 3, 2 et 1. Donc, on part de n, et à chaque fois qu'on augmente I, on diminue de 1. Bon, bah ça, c'est une fonction affine. Et si on regarde ce que ça fait n-i plus 1, pour i égale 1, ça fait bien n-1 plus 1, donc n. Ensuite, ça fait n-2 plus 1, donc n-1, n-3 plus 1, n-4 plus 1, jusqu'à n-n plus 1. Ce qui fait bien n, n-1, n-2, n-3, jusqu'à 1. Ça va? Ok, ok. Ouais. Alors, et l'autre question? C'est la même question en fait. Ah, c'est la même question? Ok. Merci. Voilà, bon, ça c'est ce genre de truc, il faut réfléchir un petit peu, surtout il ne faut pas se tromper, parfois il y a des plus 1, des moins 1, c'est un peu embêtant. Voilà. Alors, donc c'est OK pour tout le monde le reste? Alors maintenant réfléchissez, quelle est la complexité de cet algorithme? Alors la complexité, il y a deux opérations qu'on fait, il y a les sommes et il y a les comparaisons. Donc, trouver où est-ce qu'il y a des sommes et trouver où est-ce qu'il y a des comparaisons. Et compter combien il y en a. Alors, est-ce que vous les avez trouvés? Alors, on va tester un truc. J'ai découvert il n'y a pas longtemps que vous pouvez annoter le tableau. Donc, vous cliquez sur option d'affichage et annoter, et vous pouvez faire des petits dessins. Alors, allez-y, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait entourer les additions et les comparaisons? Bon, annotez pas n'importe quoi, hein. Si vous abusez, je vais désactiver le truc. Mais on va peut-être tester si ça marche. Ce sera un petit peu plus interactif. Ça marche ou pas? Et vous arrivez à trouver le menu pour annoter? Oui? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut
me montrer où sont les additions, les trucs arithmétiques et les comparaisons. Il y en a où? Ouais, donc il y a ce plus qui est là, et ensuite, il y a autre chose. Alors, il y a effectivement qui compte. Par contre, cette multiplication qui est là, ce n'est pas vraiment une multiplication, c'est plutôt pour trouver un tableau de longueur n-i plus 1. Enfin, on n'est pas vraiment en train de multiplier des nombres, c'est juste on concatène des tableaux. Donc, si on récapitule, effectivement, tout le reste, c'est en temps constant. Alors, on va tout effacer, et puis je vais surligner, comme ça apparaîtra dans le truc. Pardon, j'ai dit, celui-là, il n'est pas bon. Par contre, il y a cette addition qui est là, et il y a le max qui est là, je vais peut-être le faire d'une autre couleur. Donc, en jaune, il y a l'opération arithmétique, et en orange, c'est la comparaison avec le max. Donc, on a en tout 2 opérations. Bon. Et du coup, ces opérations, on les fait combien de fois chacune? Il y a combien de boucles? Ouais, il y a combien? N-i, normalement. Alors, effectivement, on a, je vais faire ça encore d'une autre couleur, on a ce n-i plus 1 qui est là, effectivement. Donc ça, c'est une première boucle. Et le i, on le fait pour quelle valeur? Donc j, il va entre 1 et n-i plus 1, mais j, il y a une boucle j pour chaque valeur de i. Et les valeurs de i, on en a n-1. Effectivement, on a de 2 à n. Donc en tout, si on compte, on a... attendez. On a 2 opérations. Et chaque opération, pour les valeurs de j, on les fait... Enfin, pour chaque valeur de j, on les fait 2 fois. Et les valeurs de j, il y en a n-i plus 1. Et on fait ça n-1 fois. Donc, à la fin, ça fait la somme pour i allant de 2 à n, de la somme pour j allant de 1 à n-i plus 1, de 2. Alors, ça ne dépend pas de i et de j. À chaque fois, on fait le même nombre d'opérations. Donc, essayez de compter combien ça fait ce nombre. Qu'est-ce qui fait ce nombre? C'est des suites... Oui, c'est des suites arithmétiques. Somme de suites arithmétiques. Alors, essayez de voir si vous vous rappelez de la formule. Bon, la somme à l'intérieur, hein, évidemment, ça fait juste 2 fois n-i plus 1. Bon, allez, suite arithmétique, allez. Je vais vous aider. Vous voyez qu'on peut parcourir les i. On en fait n-1, n-3 jusqu'à 1. Bon, c'est la même chose que de faire 1 jusqu'à 2 jusqu'à n-1. Donc, c'est la somme pour i' allant de 1 jusqu'à n-1 de i'. Et ça, vous savez très bien ce que ça fait. Ça fait 2 fois n-1 sur 2. Donc, en tout, ça fait n-1 opération.
Vous pouvez compter, bon, c'est pas... J'essaie de réfléchir, mais c'est pas tellement le plus important. Enfin, si, c'est important, mais vous savez quand même faire des sommes. Donc ça, c'est un grand taux de n carré. Finalement, notre algorithme, il est quadratique. Ce qui est quand même beaucoup mieux que l'algorithme en 2 puissance n naïf. Donc là, on voit bien la puissance de la programmation dynamique. Bon, est-ce que ça va pour tout le monde, ce calcul de complexité? Ok, bon, bah, super. Bon, il y a une personne qui n'a pas répondu, mais tant pis. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas. Bon, donc vous voyez, avec la programmation dynamique, on arrive à passer d'un algorithme exponentiel à un algorithme linéaire. C'est quand même un peu mieux. Alors, passons à l'exo suivant, l'exo 2. Bon, je vous laisse lire un petit peu et puis ensuite on va expliquer. Bon, ça y est, tout le monde a lu le truc. Alors, juste pour expliquer un petit peu, hein. Allez, ça c'est l'avantage d'avoir un ordi, je peux faire ça. On a un tableau carré à 2 dimensions. Et ce tableau, vous pouvez imaginer que c'est un peu comme un échiquier. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. En gros, il y a 2 couleurs. Les cases, soit elles sont blanches, soit elles sont noires. Donc imaginons, je peux faire un tableau comme ça. Cette case est blanche, celle-là aussi, 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 puis celle-là aussi. Ouais. Donc ça, c'est notre tableau. C'est soit 0, soit 1. Vous pouvez imaginer que 0, c'est blanc et 1, c'est noir, ou l'inverse, on s'en fiche. Ça vous fait un tableau comme ça. Et l'objectif, c'est de regarder dans ce tableau des carrés monochromatiques. Des carrés monochromatiques, c'est par exemple un carré qui est comme ça, où toutes les cases sont d'une même couleur. Donc ce carré, il est monochromatique blanc. On a aussi un là qui est monochromatique noir. Celui-là aussi, il est monochromatique noir. Celui-là, il est monochromatique blanc, etc. OK? Donc on définit les carrés. C de A, B, L. C'est un carré de largeur L et qui a comme coin inférieur gauche AB. Donc, si on fait un exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Si on veut regarder le carré, par exemple, C de 2, 1, 3, c'est le carré dont le coin inférieur gauche est en position 2, 1, et qui est de largeur 3. Donc c'est ce carré-là. Ça, c'est C de 2, 1, 3. OK? Ça, c'est juste pour une notation. Et on dit qu'il est monochromatique si à l'intérieur, toutes les cases sont
de même couleur. Donc, par exemple, ce carré, si on veut faire un autre exemple, ce serait C de 3, 2, 2. Donc, son coin inférieur gauche, qui est là, il est en position 3, 2, et il est de largeur 2. OK? Et donc, l'objectif, c'est de trouver le carré monochromatique de largeur maximale, ou plutôt la largeur d'un carré maximal monochromatique. Bien sûr, il peut exister plusieurs carrés monochromatiques de largeur maximale. Sur l'exemple que j'ai fait à gauche, il y a un carré monochromatique de largeur 2 là en vert et un carré monochromatique blanc de largeur 2 aussi. Si on regarde sur ce carré, la largeur maximale, c'est 2. OK? Est-ce que les définitions, là, c'est OK pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a bien compris l'objectif? Bon, il y a 4 personnes qui répondent pas. Ah, ça y est. Bon, toujours. Ah, tout le monde a répondu. Bravo. Super. Bon, bah, tout le monde a compris. Alors, faisons un exemple. Un carré D, tel que D de IJ, c'est 0 si I plus J est pair, et D de IJ, c'est 1 si J est impair. Alors, dessinons ce carré. Par exemple, pour la largeur 5. Donc, D de IJ, c'est 0 si I plus J est pair. Alors, disons 0, c'est noir, et 1, c'est blanc. Donc, si I plus J est pair, on dit que c'est noir, et sinon, c'est blanc. Donc, en position 1, 1, I plus J, ça fait 2, c'est pair, donc on le laisse en noir. En position 2, 1, ça fait I plus J vaut 3, donc on le met en blanc. Ensuite, en position 3, 1, ça fait 3 plus 1, c'est 4, c'est pair. Ensuite, c'est impair. Ensuite, c'est pair. Ensuite, c'est impair. Ensuite, c'est pair. Ensuite, c'est impair. Bon, vous avez compris, hein, ça fait un échiquier. Alors, quelle est la largeur maximale d'un carré monochromatique dans ce tableau? Oui, effectivement, ça fait un damier. Et puis, la largeur maximale, c'est 1. Parce qu'on ne peut pas trouver un carré de largeur plus grande que 1 dont toutes les cases sont de la même couleur. Si on a un carré de largeur 2, il va forcément contenir deux trucs adjacents. Et ces deux trucs adjacents vont être de couleurs différentes. Donc, Lmax vaut 1. Ça va? Tout le monde est OK? Alors, notre objectif là aujourd'hui, et puis je ne sais pas si on va réussir à le finir, donc peut-être on va continuer la semaine prochaine, c'est de trouver un algorithme de programmation dynamique. Parce que bien sûr, comme d'habitude, il y a un algorithme naïf. C'est quoi? C'est regarder tous les carrés possibles, première chose. Pour chacun des carrés, regarder s'il est monochromatique. Et s'il est monochromatique, on met sa longueur dans un accumulateur, et puis à chaque fois, on compare et on met le maximum. Bon, cet algorithme que je viens de décrire naïf, il a une complexité horrible. Parce que les carrés, il y en a combien des carrés possibles? En gros, c'est cubique. Parce qu'un carré, c'est défini par 3 paramètres, A, B et L. Il n'y en a pas exactement n au cube, mais il y en a, si vous comptez tous les carrés possibles, ça va faire n au cube, en grand taux de n cube plutôt. Et pour vérifier si un carré est monochromatique, ça coûte combien? Il faut regarder toutes les cases du carré, et la largeur du carré, c'est L, donc c'est L carré, mais L, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est majoré, le mieux qu'on puisse faire, c'est N. Donc en tout, ça fait grand taux de N puissance 5, parce qu'il faut regarder tous les carrés, et dans un carré, regarder toutes les cases. Bon. Donc cet algorithme, il est horrible. Il a une complexité épouvantable. Donc notre objectif, ça va être de trouver un algorithme qui a une complexité mieux que N puissance 5. Donc, la technique, ça va être la programmation dynamique, comme d'habitude.
on définit U de IJ, c'est la largeur maximum d'un carré monochromatique dont le coin est IJ. Donc la valeur maximale de L telle que C de IJ est monochromatique. Donc faisons un exemple. Hein. Allez, je vais encore faire un petit carré. Attendez, plus petit. Tac. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc imaginons mon carré, il est comme ça. C'est pas terrible comme exemple. Voilà, ça c'est mon tableau. Je vais en mettre là ici. Donc U de IJ, c'est la largeur maximale d'un carré monochromatique dont le coin est IJ. Donc, si on met tout ça dans un tableau, quelle est la largeur maximale d'un carré dont le coin est en position 1, 1? Ben, on regarde. Largeur 1, ça passe. Par contre, largeur 2, c'est plus monochromatique. Donc la largeur maximale, c'est 1. Ensuite, ici, c'est pareil, c'est encore 1. Si on part de là. Si on part d'ici, la largeur maximale, on peut aller jusqu'à 2. Ensuite, ici, on peut faire 1. Ici, on peut faire 1. Ici, on peut faire 2. Ici, on peut faire 1. Ici, on peut faire 3. Ici, 2, 2, 2. Ici, 1, 1, 1, 1, 1. Ici, que des 1. Bon. Est-ce que tout le monde a compris comment on remplit, comment on définit U de IJ? Alors, qui c'est qui n'a pas compris? Enfin, vous pouvez me le dire en privé, vous n'êtes pas obligé de le... C'est comme vous voulez. Monsieur, moi, j'ai pas Oui. très bien compris. Ouais. En fait, les 1 que vous avez mis tout à droite. Ouais. Bah, les 1 qu'on a mis tout à droite, qu'est-ce que ça veut dire qu'on veut remplir, par exemple, ce carré? Ça veut dire qu'on regarde ce coin qui est là, et on regarde la largeur maximale d'un carré dont le coin inférieur gauche, c'est toujours les coins inférieurs gauche qu'on regarde, et ici. Bah, en fait, des carrés dont le coin inférieur gauche est là, il n'y en a qu'un, et sa largeur, c'est 1. Ça, c'est la largeur, et il est forcément monochromatique, s'il n'y a qu'un seul élément dans le carré. Ok. Voilà. Donc, et puis c'est pareil en haut. Ici, un carré dont le coin inférieur gauche est ici, il est forcément de largeur 1, et il est forcément monochromatique parce qu'il est de largeur 1. Et du coup, pourquoi il y a un 2 tout à gauche? Ce 2 ici, Oui. c'est parce qu'on est en train de regarder les carrés dont le coin inférieur gauche est là. D'accord? Donc, il y en a plusieurs. Par exemple, pour ce 2, il y a ce carré, il y a ce carré, il y a ce carré, il y a ce carré. Attendez, j'ai fait n'importe quoi. Il y a ce carré, et c'est tout. Et il y a 1, 2, 3, 4 carrés possibles. Et parmi ces carrés, il y a celui-là qui est monochromatique, le premier, le deuxième, mais après, ils sont plus monochromatiques. Donc, la largeur maximale, c'est 2. Okay. Donc, ça veut dire qu'on regarde toujours ce qui est à droite. Et oui. Voilà. Les coins, là, bon, du coup, je ne peux pas tout montrer en même temps dans les non-CES. Si vous arrivez à avoir Moodle en parallèle, c'est un peu bien. Mais les coins, on l'a dit ici, c'est toujours le coin inférieur gauche. Parce que si on regarde la définition du carré, là, c'est toujours le coin inférieur gauche. Ok, merci. Ok. Il y a d'autres questions? Bon, j'ai vu dans le chat que quelqu'un a commencé à faire la suite de l'exo, mais on va faire les choses dans l'ordre. Alors, est-ce que cette définition de U, c'est OK pour tout le monde maintenant? Ou il y a d'autres questions? Non? Bon, et là, vous voyez la manière dont j'ai rempli le tableau U, c'est avec l'algorithme Naive. C'est pour chacune des cases, j'ai regardé quels étaient tous les carrés possibles et j'ai regardé lesquels étaient monochromatiques. J'ai regardé la largeur maximale. J'ai fait l'algorithme n puissance 5. Bon. Alors, la première question, c'est exprimer Lmax.
en fonction des UIJ. Est-ce que quelqu'un voit quelle est la relation entre Lmax et les UIJ? Donc Lmax, je vous rappelle, c'est la largeur d'un carré, la largeur maximale d'un carré monochromatique. C'est quoi le rapport entre Lmax et les UIJ? Est-ce que quelqu'un voit? C'est le max des UIJ. Oui, tout simplement. Lmax, c'est le max sur toutes les valeurs possibles de IJ, les UIJ. Parce que si on regarde tous les carrés possibles, ben un carré, il a un coin, et donc on peut les séparer suivant les valeurs de ce coin, IJ. Et pour un IJ donné, la largeur maximale d'un carré monochromatique de coin IJ, c'est UJ. Donc L de Lmax, c'est le max de tous les IJ possibles. Donc ici, c'est 3. Donc, si vous voulez, l'algorithme qu'on va faire, on va remplir UIJ avec la programmation dynamique. Première chose. La deuxième chose, on va regarder toutes les valeurs UIJ qu'on a trouvées et on va regarder laquelle est la plus grande. Donc, cette deuxième partie, elle est de complexité quadratique, parce qu'il faut regarder les n carrés valeurs de UIJ. Donc ça, on ne peut pas y échapper, malheureusement. Mais remplir les UIJ, on peut faire mieux que n cube. C'est ça le truc qui est bien. Ok, ça c'est ok pour tout le monde? Bon, c'est super. Tout le monde répond oui. Alors, on passe à la suite. Donc, montrer que pour i, donc c'est ce que, si ne regardez pas le chat si vous voulez réfléchir vous-même, parce que quelqu'un a déjà répondu, montrer que pour i entre 1 et n, u de ni égale u de in égale 1. Donc, réfléchissez à ce que ça veut dire, et si vous comprenez ce que ça veut dire, vous verrez que c'est évident. Alors, est-ce que quelqu'un voit pourquoi? Bon, c'est écrit dans le chat, mais est-ce que quelqu'un saurait me l'expliquer comme ça Bon, sinon, vous pouvez aller voir dans le chat. Hein. Ça, pourquoi c'est vrai? Bah, c'est tout simplement que si on regarde U de NI, par exemple, ça veut dire qu'on est sur la dernière ligne. Bah, si on regarde les carrés dans le coin inférieur gauche et sur la dernière ligne, eh ben, il n'y a qu'un seul carré possible. Et il est de largeur 1. Donc forcément, la largeur du... Et il est monochromatique, parce qu'un carré où il n'y a qu'un seul carré et qu'une seule case, il est forcément monochromatique. Donc, U de NI vaut 1 parce qu'il n'y a qu'un seul carré dans le coin et en haut à gauche. Et pareil, pour U de IN, il n'y a qu'un seul carré dans le coin et sur la dernière colonne. Et il est forcément monochromatique. Donc U de NI égale U de IN égale 1. Donc ça, c'est parce que il n'y a qu'un seul carré dont le coin est IN ou NI. Donc on n'a même pas besoin de s'embêter, il est forcément de largeur 1 et il est forcément monochromatique, donc la largeur maximale c'est 1. Ok, donc
Là, cet algorithme de programmation dynamique, vous voyez, c'est un peu différent de ce qu'on a fait à l'Exo 1. L'Exo 1, vous voyez, on partait du bas et puis on remontait. Là, on va partir de ce qui est là, où on sait qu'il n'y a que des 1, et on va remplir progressivement le reste du tableau. OK? Donc, on sait que sur la dernière colonne et la dernière ligne, il n'y a que des 1. Et ensuite, à l'aide de cette relation qui est là, on va remplir le reste du tableau. Donc, lisez la question 4, là, et essayez de réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette relation? Et pourquoi elle est vraie? Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Je ne pars pas aux toilettes ou quoi que ce soit. Alors, est-ce que quelqu'un serait capable d'expliquer un peu cette relation à l'oral, sans parler de la démontrer? Si personne se lance, je le ferai, hein, mais après, c'est bien si vous participez aussi. J'ai peut-être quelque chose, mais je suis pas sûr. Bah, essayez, hein, on est là pour apprendre. Ok, bah, en gros, si on regarde dans le tableau, on regarde la case de droite, c'est la même. Ouais, La case du dessus et la case au-dessus à droite, c'est aussi la même. ouais, Bah, du coup, on sait que c'est un carré. ouais, Enfin, et du coup, on peut dire que la valeur, c'est 2. Enfin, 2 ouais. ou plus. Sinon, s'il y en a juste un seul qui est différent,
bah, on sait que du coup, ça peut pas faire un carré, et donc forcément, c'est 1. Alors, je vais faire un petit dessin pour redire ce que vous venez de dire. Ce sera peut-être plus clair. Imaginons, on est en train de considérer ce truc-là. Donc, ce que vous m'avez dit, c'est bah, si jamais les 4 qui sont là, donc juste au-dessus, juste à droite, et puis là, ça fait un carré de largeur 2, effectivement. Et alors, si ces 4-là, il y en a 2 qui ne sont pas de la même couleur, c'est sûr que, du coup, on va avoir U de ij égale 1. Parce que, imaginons, c'est un truc comme ça, on est coincé. La seule largeur possible, c'est 1. Bon. Si maintenant, ici, effectivement, tout est de la même couleur, imaginons tout est blanc. C'est vrai qu'on a un truc de largeur 2, mais là, on ne nous dit pas que U de ij vaut 2. On nous dit que c'est 1 plus le minimum des 3 trucs. Alors, pourquoi est-ce que c'est ça? Pourquoi est-ce que... Imaginons, on est dans cette situation, et puis là, par contre, c'est des trucs qu'on ne connaît pas. L'objectif, c'est de ne pas devoir les recalculer, ces bazars-là. J'ai peut-être une idée. Ouais, allez-y. Si on prend une des 3 cases et que c'est un carré, ou Ouais. qu'elle a un carré, enfin qu'elle a un carré de taille n par exemple, on sait que toutes les autres jusqu'à n sont de la même couleur aussi. Oui. Et du coup, si on prend le minimum des 3 n obtenus, Oui. ça nous donnera un carré partant du carré en bas à gauche. Ouais, exactement. C'est un peu ça l'idée. Enfin, c'est ça, mais après, il faut voir pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire plus. Parce que là, vous dites, il existe un carré de la bonne largeur, mais il faut voir aussi Si on pourquoi ne peut pas faire plus, c'est parce que ils ont déjà leur valeur maximum, les autres, et que si on Oui. va un plus loin, ça fait une couleur différente. Voilà, d'accord. Donc là c'est bien. Donc imaginons, on sait que en partant d'ici, alors je vais faire peut-être des couleurs. Je ne sais pas si ce sera hyper visible avec toutes les couleurs, mais bon, essayons. Imaginons, en partant du truc du dessus, on a un carré orange. Ensuite, en partant de celui en haut à droite, on a un carré rose. Et en partant de celui juste à droite, on a un carré bleu comme ça. Et bien, en combinant tous ces carrés, vous voyez qu'on se retrouve avec un carré de largeur 3. Ok, donc, c'est le 2 qui est le plus petit des 3. Imaginons le carré bleu, bah, il était plus grand. Mais on ne peut pas se servir du truc qui est plus grand parce que les deux autres, c'est pas bon. Si jamais le orange et le rose, ils sont que de largeur 2, on ne peut pas se servir du 3 qui vient du bleu, ça ne fait pas un carré, ça fait qu'un rectangle. Donc, si on regarde le minimum de ces 3 trucs qui sont là, ça veut dire qu'il existe un carré de largeur ici 2, 2 et 2, et si on les combine, ça nous fait bien un carré de la largeur 1 plus le minimum des 3 trucs qu'on a trouvés. Et puis réciproquement, pourquoi on ne peut pas faire mieux? Eh ben, comme c'est le minimum, ça veut dire que pour un des 3, si on va à 1 de plus, eh ben, ça ne fait pas un carré. Donc, par exemple, celui-là qui fait le rose, là, qui fait que 2, ça veut dire qu'il y a une des cases qui sont là qui n'est pas de la bonne couleur. Et donc, si on fait un carré de largeur 4 qui part du coin en bas à gauche, donc on va forcément inclure une de ces cases qui, du coup, va être de la mauvaise couleur. Alors, est-ce que l'explication comme ça, un peu à l'oral, c'est à peu près clair ou pas? Ensuite, on va rédiger ça de manière un peu plus précise. Ok, bon, tout le monde répond oui, bon, sauf une personne, mais je ne sais pas si c'est une personne qui suit ou pas. Voilà, bon, alors maintenant, il faut rédiger ça proprement. Alors, il faut faire un peu, ça va pas être forcément évident parce que UIJ, c'est défini comme un maximum, et là, on veut montrer que c'est égal à un minimum. Donc, il faut essayer de rédiger ça proprement. Donc, je vous laisse là 5 minutes, et puis ensuite, on va corriger.
Bon, on va corriger parce que après, il ne va plus rester beaucoup de temps. Donc, on va faire les deux cas. Si t de ij égale blablabla égale t de i plus 1, j plus 1, on va montrer que u de ij, c'est le minimum des 4. Donc, enfin, c'est le minimum des 4 plus 1. Donc, soit k, le minimum de u de ij plus 1, u de i plus 1, j, et u de i plus 1, j plus 1. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que c'est supérieur à chacun, enfin, c'est inférieur ou égal à u de i plus 1, j, à u de ij plus 1, et puis à u de i plus 1, j plus 1, vu que c'est le minimum des 4. Il est plus petit que le minimum des 3, il est plus petit que chacun des 3. Donc par définition, u de ij plus 1, c'est celui-là, c'est la largeur maximale d'un carré monochromatique. Donc il existe des carrés monochromatiques, monochrome. Je pense qu'en français on dirait plutôt monochrome en fait. Il existe des carrés monochromes de largeur K et de coins I, J plus 1, I plus 1, J, et I plus 1, J plus 1. D'accord, ça c'est la définition de U de IJ plus 1, U de I plus 1, J, U de I plus 1, J plus 1. Et comme T de I, J égale T de I plus 1, J égale blablabla égale bon, la condition qui est écrite là, ces trois carrés se combinent avec T de IJ pour former un carré monochrome de coins IJ et de largeur K plus 1. Donc, conclusion, on peut en déduire que U de IJ est supérieur ou égal à K plus 1. Parce que c'est la largeur maximale d'un carré de coin IJ. On a trouvé un de largeur K plus 1. Donc la largeur maximale, c'est au moins K plus 1. Bon, et maintenant, il faut montrer que ça ne peut pas être plus. Bon, 2 plus, K, c'est le minimum d'un D3, donc il est égal à un D3. Donc on a soit K égale U de IJ plus 1, soit U de I plus 1J, soit U de I plus 1J plus 1. Donc on pourrait faire les 3 cas. Donc, si K, c'est U de I plus 1J, par exemple, ça veut dire que T de I plus 1, enfin, l'une des cases de C de I plus 1, J, K plus 1 n'est pas de la bonne couleur. D'accord? Vu que par définition, K, c'est la largeur maximale d'un carré monochrome de coin I plus 1J. Donc si on prend K plus 1, il n'est pas monochrome. Donc il y a une des cases qui n'est pas de la bonne couleur. Donc l'une des cases de C de I, J, K plus 2 aussi. Hein, ce que je suis en train de dire, c'est que, imaginons la largeur maximale ici c'est 2. Bah, si on prend un truc de largeur 3, on a par exemple cette case-là qui va être de la mauvaise couleur, et cette case-là, elle est dans le carré de largeur 4 qui part de IJ. Et du coup, ça nous fait que
U de IJ est strictement inférieur à K plus 2. Parce que K plus 2, le carré n'est pas monochrome. Donc finalement, en combinant ça et ça, on en déduit que U de IJ égale K plus 1. Les trois autres cas. Là, j'ai fait qu'un des trois cas, mais bien sûr, les deux autres cas sont identiques. Donc finalement, U de IJ, c'est 1 plus le minimum des trois largeurs maximales qui partent des deux autres coins, des trois autres coins. Et puis, si on n'a pas cette égalité-là, ça veut dire qu'il y a un des carrés là qui est de la mauvaise couleur. Donc déjà, à partir de 2, c'est pas bon. Okay, donc ça, c'est aussi OK. OK, bon, là, il est l'heure. Donc, est-ce que... Bon, on va aller passer 1 ou 2 minutes. Est-ce que ça, c'est clair ou pas, cette démonstration ou pas? Je peux la remettre là. Bon, je vais aller un peu vite, mais comme on arrive à la fin. Bon, bah, OK, ça a l'air clair pour tout le monde. Donc, ce que vous pouvez faire pour la fois prochaine, c'est la question suivante, qui est juste de décrire l'algorithme. Donc, il prend T et qui va renvoyer le tableau L. Alors, en fait, il ne s'appelle pas le L, le tableau, il s'appelle U. Donc, il faut renvoyer le tableau U. Donc, l'idée, hein, c'est comme... c'est ce que j'ai expliqué. Vous commencez par remplir des 1 ici. Et puis ensuite, vous remplissez progressivement en descendant et en allant vers la gauche. Donc, il faut un tout petit peu réfléchir pour savoir comment on va faire les boucles. Ça ne va pas juste être des boucles pour triviales. Ce n'est pas pour i allant de blablabla. Enfin, on peut faire comme ça, mais il faut être sûr de ce qu'on fait. Et donc, vous remplissez le tableau U. Vous calculez sa complexité. Vous montrez qu'il est correct, c'est juste reprendre ce qu'on vient de faire, la démonstration qu'on vient de faire. Et puis après, une fois que vous avez eu, vous écrivez l'algorithme pour trouver le carré monochrome le plus grand. OK. Alors, en fait, je crois que j'ai copié la mauvaise partie. C'est ma capture d'écran qui n'est pas bonne. Bon, donc les questions, c'est quoi? C'est... Ah non, non, c'était bon. C'est juste que L, c'est U. Que vous calculez U en utilisant l'algorithme. Vous montrez que c'est correct, c'est juste reprendre la démonstration qu'on vient de faire. Sa complexité, ça vous la calculez. Et puis la dernière question, c'est vous utilisez ça pour faire l'algorithme complet. Trouver la largeur maximale d'un carré monochromatique. Voilà. Donc vous pouvez faire ça pour la semaine prochaine. Je corrigerai rapidement. Et puis ensuite, on passera à la suite. Voilà. Je vais couper l'enregistrement.